Bonjour, c'est Céline Paris. Bonjour, c'est Vanessa David et vous êtes dans le podcast À tout âge. À tout âge, deux invités qui ne se connaissent pas, deux générations au moins les séparent, quoi d'autre les sépare Ou les réunis. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Élise Loriot-Prévost et Patrick Chauvel pour échanger sur le thème « À tout âge, on peut lutter contre la violence du monde ». Patrick, vous avez 72 ans, Élise, vous avez 24 ans. Patrick, je vous présente Élise. Élise, je vous présente Patrick. Bonjour Élise. Bonjour Patrick. Élise, vous êtes née en 1997 à Londres. Votre père est manager d'artistes et votre mère ostéopathe. Vous avez une sœur jumelle. Vous passez votre enfance à New York puis à Londres avant de revenir en France. Vous avez étudié les sciences politiques en droit de l'homme, les relations internationales et l'action humanitaire. Aujourd'hui, vous êtes juriste dans un grand cabinet qui défend les victimes de terrorisme et engage les procès contre les criminels de guerre, et vous vous préparez à passer le barreau. Patrick, vous êtes né en 1949 à Paris, vous avez 72 ans. Votre mère, Antonia Luciani Pozzo di Borgo, d'origine corse, est une ancienne résistante de la Seconde Guerre, vous l'avez peu connue. Votre père est un grand reporter. Vous avez été élevé par votre grand-père, Jean Chauvel, ambassadeur de France à Washington, en Autriche puis à Londres. Les proches de votre père sont, excusez-moi du peu, votre oncle Pierre Schoenderfer, Joseph Kessel, Jean Lartegui ou encore Bob Denard. Grands reporters, journalistes, romanciers, résistants, mercenaires. Leurs récits d'aventures extraordinaires bercent toute votre enfance et vous font rêver. Vous couvrirez, en tant que reporter de guerre, 50 ans de conflits partout dans le monde. Vous êtes aussi le père de 5 enfants, dont un, Antoine Chauvel, qui suit vos traces aujourd'hui. Alors Patrick, à 17 ans, vous partez dans un kibbutz. C'est juste avant la guerre des 6 jours en 67. Les Israéliens ont mobilisé, parce que la guerre se prépare, il y a des rumeurs de guerre, il y a des rassemblements de troupes en Égypte, en Syrie et en Jordanie. Donc je m'inscris, parce que je veux aller voir. Mais mon père me dit, il est très au courant, parce qu'il est grand reporter, que ça risque de péter. Et évidemment, personne ne va m'envoyer, j'ai 17 ans. Et donc je me débrouille pour m'inscrire. Et je me retrouve au kibbutz Yagour en Galilée. Et au bout de 10 jours, la guerre éclate. Et avec 2 Français, on fait le mur et on part en stop sur le front. Et à l'époque, rien n'était contrôlé. Il y avait plein de volontaires aux cheveux longs, etc. Donc je vis l'aventure. Je rate absolument toutes les photos. On m'a prêté un appareil photo avec un anti-sèche, genre nuage, pluie, soleil, ombre. J'ai rien compris. Heureusement, j'ai la preuve parce que je vis une petite aventure avec une lieutenant israélienne. Et un soldat israélien nous prend en photo. C'est la seule preuve que j'ai que j'y étais, en fait. Parce que lui, il savait se servir de mon appareil. Et donc là, j'ai compris que j'aimais l'aventure, j'aimais ça, que j'avais assisté à un événement historique, mais que je suis nul. Et là, j'apprends la photo. Et ensuite, j'entends parler, comme tout le monde, de la guerre du Vietnam. Et un jour, à table, où il y a mon père, Kessel, Schoenderfer, c'est les dîners du dimanche, où je demande la permission de parler. Et je dis, je voudrais partir au Vietnam. Et mon père dit, qu'est-ce que tu vas faire au Vietnam? Je dis, bah, comme toi, la guerre. Et voilà, et c'est parti. Il a suffi d'un mot, vas-y. Donc ils m'ont écrit une lettre pour Franchini, qui était le patron de l'hôtel Continental à Saïgon. Il y avait marqué, il est à la recherche du temps perdu, souviens-toi, aide-le, signé Kessel, fait toute la bande, Schoenderfer. Donc j'arrive à l'hôtel, Kini voit cette lettre, il lève les yeux au ciel, genre, oh là là, il m'a envoyé un ado fléau. J'avais les cheveux bouclés jusqu'aux épaules, des pantalons pattes d'éléphant, enfin, c'était lamentable. Et une grosse moustache pour faire vieux. Et il me dit, bon, la chambre, le restaurant, c'est pour moi, offert. Le bar et les putes, c'est pour toi. Très peu de temps après, il y a eu l'offensive du Tet. Et donc là, c'était la bagarre générale à Saïgon, quoi. Donc très vite, j'ai été mis dans le bain. Et au bout d'un certain temps, il y a quelques journalistes américains qui ont remarqué que j'étais tout le temps avec l'armée sur le front. Donc ils ont commencé à me faire des commandes de photos. Alors moi, j'étais tout le temps sur le front, pas tellement parce que j'étais dédié à la guerre. Enfin, j'aimais ça, mais c'est surtout que c'était gratuit, quoi. Quand on était avec l'armée, on était nourri et logé, que ce soit dans la jungle ou dans les camps de base avancés. Et que moi, j'avais pas un rond. Donc je vivais pratiquement tout le temps en uniforme avec les soldats américains, je partageais leur vie. Et ils m'acceptaient très bien parce qu'en fait, j'avais le même âge que les soldats américains. J'avais 18 ans. La plupart des soldats américains, ça allait entre 18 et 24, quoi. Et déjà, 24 ans, c'était un sous-off. Il y avait la conférence de presse à 5 h de l'après-midi à l'aéroport de Ton Son Nhut, l'aéroport international de Saïgon. Et à un moment donné, ils expliquaient les combats. Et à la fin, on levait la main. Je disais, je voudrais aller sur telle zone où il y a des combats très forts et où la patrouille et l'opération va durer encore 2 semaines dans la jungle.
Et là, l'officier de presse qui ne me connaissait pas a dit « Mais who are you? Tu travailles pour qui ?» Il y a plein de journalistes qui sont retournés, des vieux baroudeurs, etc. Et j'ai eu un moment d'hésitation et je ne sais pas pourquoi, j'ai dit « Pif Magazine ». Mais alors, je ne sais toujours pas aujourd'hui « Why ?» Personne n'a réagi, en fait, à part un Français qui a eu un petit sourire. Et en plus, c'était un journal coco. Ce n'était pas vraiment le bon choix à la conférence des Marines. Et donc, j'ai reçu ma carte de presse de la force américaine, Pif Magazine correspondant. Et alors, les Américains, ils prenaient, c'est Pife. Donc, j'étais le correspondant de Pife Magazine. Quand j'y pense, après, ça aurait été con d'être tué avec marqué Pife Magazine. Et donc, c'était les débuts. Au début, c'est toujours des raisons perso pour les choix qu'on fait. C'est en général pour tuer son père et sa mère et ses oncles, pour faire mieux qu'eux, les enterrer vivants, si possible. Et puis, c'est l'adrénaline. J'étais avec des types de mon âge à qui on confiait des hélicoptères qui coûtaient des millions de dollars et on volait à 300 km/h avec de la musique à fond la caisse, au ras du sol. On chantait, on allait dans les bars, on courait après les filles, on repartait au combat. On vivait un film, grandeur nature. Enfin, tout allait très bien jusqu'au jour où je trébuche devant un prisonnier vietnamien qui est attaché, accroupi, et je fais tomber mon appareil photo dans la boue en trébuchant, et je gueule « Eh merde !» Et le prisonnier me dit « Vous êtes français ?» Et je le regarde, je dis « Toi, laisse-moi tranquille. » Et il commence à m'expliquer pourquoi il se bat. Et en fait, c'était un commissaire politique, enfin un commandant. Il avait fait ses études à la Sorbonne, il parlait parfaitement français. Il commence à m'expliquer la raison de sa lutte. Libérer son pays des troupes étrangères. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je lui dis c'est pas du tout ça, c'est une guerre civile. Je suis avec des soldats sud-vietnamiens et américains. Mais il insiste, c'est vraiment le commissaire politique, il enfonce le clou dans le béton et à force de taper, ça rentre. Et à un moment donné, il y a plein de choses plus proches du révolutionnaire que du communiste, en fait. Et ça me parle, moi. La révolution, la lutte, quoi. Et on est dans la jungle, il y a eu des combats pendant 2 heures. Il y a des blessés américains à côté, il y a des cadavres de nord-vietnamiens un peu plus loin, le va-et-vient des hélicoptères, il faut se remettre dans le contexte. Et à un moment donné, je m'engueule avec lui, et il me parle de mes amis américains, et je réagis en disant, c'est pas mes amis, c'est... Et alors, je me dis, qu'est-ce que je viens de dire ? Le soir, je m'engueule avec le sergent américain sur certaines parties de l'opération, et il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, tu deviens sensible, j'ai pas besoin de ta sensiblerie, j'ai besoin de ta sensibilité. Et d'un seul coup, je suis moins ami avec les Américains, pas du tout ami avec les cocos. Je me sens très seul d'un seul coup. Je suis journaliste. C'est parti. Je suis devenu professionnel. Et ça, c'est les débuts. Alors, il y a des questions posées devant vous. Vous allez les découvrir à tour de rôle. Alors, Élise, est-ce que vous vouliez être dans l'humanitaire dès le départ ? Une question. Non, je voulais être astronaute quand je voulais aller sur la Lune, mais comme la majorité des enfants, je crois. Après, je voulais être pompier, tout ça. Après, j'ai voulu être photographe. Ça, c'est quand j'étais petite, parce que mon père a passé mon enfance entière à m'amener à des expos de Robert Capa, et à voir toutes les photos. On avait la photo du débarquement sur le mur du salon. Ah, donc, sympa. Ouais. Donc, j'avais toutes les expos Magnum, tout ça, quand j'étais gamin. Toutes les expos, les noms m'échappent, mais toutes les guerres du Vietnam, tout ça, on les a tous faites. Après, on allait au Vietnam, après, on allait à Cuba. Donc, on a passé beaucoup de temps à voyager, à être exposé à des choses différentes et aux conflits, à des choses comme ça, d'une façon très pédagogique et éducative, j'ai envie de dire, mais aussi artistique. Dans le sens, mon père était obsédé avec tout ce qui était les posters communistes, et le graphisme communiste et tout, enfin, les arrêts de bus soviétiques. Je me souviens, on lisait des bouquins sur les arrêts de bus soviétiques quand on était gosse, quoi. Et complètement lunaire, mais c'est pas grave. Donc j'ai toujours grandi un peu dans cette ère parents qui m'exposaient à des choses complètement bizarres quand j'étais gosse et qui nous ont jamais vraiment caché les réalités du monde. J'ai vu l'avion rentrer dans la tour jumelle mon premier jour d'école. On habitait à New York, j'avais ma sœur jumelle et ma petite sœur qui avait 3 mois à l'époque. Ma mère, elle me faisait une natte devant la fenêtre avant d'aller à l'école. C'était mon premier jour de maternelle de ma vie. Et là, on voit... Et mon père n'était pas là, était dans un avion je sais pas où dans le monde. Et là, on voit un avion rentrer dans la tour. Et après, on en voit un deuxième. On voit une explosion, on en voit un deuxième. Et au début, on pensait que c'était... Enfin, moi, en tant qu'enfant, je ne me rappelle pas ce que je pensais que c'était. Je me souviens, c'était un rêve, je ne sais pas ce que c'était. Ma mère, je l'entends faire derrière moi. Et là, elle dit ouais, ils sont en train de tourner un film. Parce qu'elle s'est dit je ne sais pas ce qui se passe.
On est en 2001, le terrorisme, c'est encore pas non plus quelque chose de très, j'ai envie de dire, répandu dans les têtes de tout le monde. C'est pas la première réaction qu'on a, comparé aujourd'hui, quand on entend un truc exploser, tout le monde pense qu'on est en train de se faire tirer dessus. Et mon père était dans un avion. Et à un moment même, on savait pas d'où venaient les avions, on n'avait aucune idée. On savait que mon père est rentré de Madrid ce jour-là. Donc ma mère a le réflexe d'appeler mes grands-parents à Paris sur leur fixe. Elle leur laisse un message, on va bien, vous inquiétez pas. Ils ont débranché le truc, ils ont encore le message. Et c'est le premier jour d'école, donc on va à l'école. Et là, on va à l'école et il y a un hélicoptère sur tous les blocs. Et moi, je me rappelle juste du bruit des hélicos, des gros hélicoptères militaires américains qui ont tapissé le ciel de New York. Et de la poussière. Et après, pendant une semaine, je me souviens, chaque fois qu'on prenait le bain, il était noir. Parce qu'on était recouverts de poussière. Même une semaine après, il y avait vraiment juste de la poussière partout. Et donc, pour faire court, est-ce que ça m'a donné envie de bosser en l'humanitaire? Peut-être. De bosser en terrorisme? Peut-être. J'ai une sœur jumelle qui est urgentiste, qui est médecin aux urgences. Donc, ma mère, elle nous regarde, elle nous dit super, vous êtes toutes les deux complètement traumatisées, c'est pas grave, mais voilà, bravo. Ma petite sœur, qui était un peu plus petite, veut juste gagner de l'argent dans sa vie et acheter un yacht. Donc, elle n'a pas eu le même trauma, je crois. Donc, est-ce que c'est à cause de ça? Je sais pas, mais j'ai toujours été intéressée par tout ce qui était au-delà de moi. Et j'aime pas le sang, j'aime pas les aiguilles, donc médecin, c'était pas possible. Mais j'adore lire. Et quand j'étais petite, je comptais les pays. J'avais une map monde et je passais ma vie à compter les pays et à apprendre toutes les capitales du monde. D'ailleurs, un de mes seuls talents, c'est de pouvoir réciter à peu près n'importe quelle capitale. Et donc, je sais pas si c'était cet intérêt pour la géographie, pour les conflits, pour les choses comme ça, qui m'ont fait faire des relations internationales en études dans le département d'études de guerre à King's College à Londres, un des seuls au monde d'ailleurs. Donc, on a fait les missiles, les trucs, les mitraillettes, on connaissait tout. Et après, du droit humanitaire. Et après, maintenant, je travaille dans un cabinet d'avocats dans les droits des victimes et les crimes de masse et le terrorisme, quoi. Voilà. Joli parcours. C'est l'histoire en marche que vous a montré votre père. Je pense que votre père vous a vraiment montré le chemin, montré la route de l'histoire avec un grand H, que ce soit à travers des posters. Toute la propagande communiste est très significative et très intéressante. Moi, quand on me parle de propagande et qu'on me dit il ne faut pas regarder, pas écouter, je ne suis pas d'accord, parce que la propagande, elle signifie quelque chose aussi, elle montre quelque chose. Bien sûr qu'elle cache d'autres choses, mais ce n'est pas grave. Il faut montrer ce qu'on peut montrer. Et à travers la propagande soviétique, on découvre tout un état d'esprit, les images des prisonniers filmées par Carmen, le grand metteur en scène russe. C'est totalement bidon, parce que les soldats français à Dien Bien Phu ne se sont jamais rendus. C'est un cessez-le-feu pour qu'il y ait moins de victimes. La fameuse photo sur le QG en demi-cercle à Dien Bien Phu avec les Français qui se rendent, c'est totalement bidon. Mais même la photo de Capa sur le front espagnol du soldat qui se prend la balle dans la tête. Il y a un doute là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça, c'est un grand doute aussi. Ouais, ça c'est une question. Ouais. Bon, après, c'était une autre époque. Bon, le seul truc où on est certain que c'est vrai, c'est le débarquement. Patrick, pourquoi avez-vous survécu? Il tire mal. J'en sais rien. Ça, c'est une question un peu. C'est la chance. Après, c'est peut-être un peu le professionnalisme à un moment donné qui fait que, effectivement, par exemple, quand il y a un nouveau soldat qui arrive sur un conflit, les gens ne veulent pas être son pote pendant quelques mois, parce qu'en général, c'est les premiers tués. Ils commettent des erreurs. Et chez les photographes, je connais pas mal de jeunes photographes dont on n'a jamais parlé, qui ont été tués au premier reportage, quoi. Donc moi, j'ai acquis l'expérience auprès de mes confrères qui m'ont beaucoup aidé au Vietnam. Henri Huette, Larry Burroughs, qui d'ailleurs tous les deux été tués là-bas. Gilles Caron m'avait donné pas mal de conseils, il a disparu là-bas. Voilà, ils m'ont aidé, plus les soldats américains qui avaient les sergents, les sous-off, m'ont beaucoup aidé. On vous appelle quand même le trompe-la-mort. Ouais, je ne sais pas pourquoi, parce que pas plus qu'un autre photographe. Peut-être plus longtemps. Les Suisses m'ont appelé pour faire une fondation Chauvel, j'ai été à ma grande surprise. Et en fait, je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit parce qu'on a calculé que vous êtes le photographe le plus ancien en longévité. Pas forcément en âge, mais toujours en activité. C'est-à-dire que ça fait plus de 50 ans de guerre à flux continu. Donc ils m'ont dit qu'il faudrait faire une fondation parce que ça représente un patrimoine historique sur un demi-siècle. Donc, trompe la mort, ouais, enfin c'est un peu...
un peu cinématographique, quoi. La mort, elle est présente. J'en suis plus conscient, on va dire, que les civils qui vivent dans le monde de la paix, parce que, comme moi, j'ai pris pas mal de cours de médecine de guerre, parce que c'est important. En général, quand les militaires, on leur dit, tiens, il y a un photographe qui vient avec vous, c'est un fléau. Ils n'ont pas envie d'être des babysitters. Alors après, il faut se faire adopter. Et ils voient assez vite que je connais la musique, que j'ai ce qu'il faut. Hein, j'ai ma couverture, j'ai mon sac de couchage, j'ai ma flotte, j'ai mon poignard, j'ai ma bouffe, j'ai les bonnes pompes. Et je ne vais pas geindre le soir parce qu'il fait froid ou chaud. Et en plus, j'ai mon kit médical d'urgence, de guerre. Et donc, en général, quand il y a une opération militaire, il y a toujours un infirmier de combat. Et il leur explique que moi, je peux, en cas où il est débordé, les soigner et faire les premiers soins. Immédiatement, vous êtes accepté. Parce que d'un seul coup, vous servez à quelque chose. Vous n'êtes pas inutile. C'est ce que je conseille aux jeunes photographes. Prenez des cours sérieusement. C'est important. D'abord, ça peut vous sauver vous. Et ça peut sauver d'autres gens. À Panama, quand je suis pris à balle dans le ventre, si je n'avais pas su ce que je sais, je ne serais pas là. Parce que j'avais un énorme trou de sortie dans le dos. Et ça saignait beaucoup. Et donc, j'ai découpé ma manche, j'ai mis de la bétadine dessus, j'ai fait une boule, j'ai tout rentré dans le trou de sortie. J'ai enlevé mon ceinturon, je l'ai mis plus haut et j'ai serré. Donc j'ai fait un point de compression et je contrôlais ma respiration parce que quand je respirais trop vite, je voyais le sang qui s'évacuait. Bon, au départ, j'ai rien fait parce que je me suis dit, balle dans le ventre, vu le trou de sortie, j'en ai pour un quart d'heure max. La peur, elle vient quand on se dit, tiens, il n'y a pas d'artère principale touchée, l'aorte n'est pas touchée. Donc j'ai une chance. Et donc c'est là où la peur... Quand j'ai cru que j'allais y passer, j'étais abruti, en fait. C'est pas du tout comme dans les films, hein. Enfin, moi, j'ai pas eu des pensées magnifiques, mais du tout, quoi. Et pendant 1 heure, j'ai parlé à mon copain photographe en croyant qu'il était vivant. En fait, il était mort, lui. Mais il avait les yeux ouverts, il me regardait. Mais c'est important, absolument important, de savoir se soigner. Le grand photographe Tim Etherington, blessé mortellement en Libye, il y a un jeune photographe qui m'a dit « Heureusement, j'étais là, j'ai pu lui tenir la main pendant le transport. » J'ai cru que j'allais l'égorger. Quand j'ai dit « Comment ça, lui tenir la main ?» Il aurait pu le sauver. Mais ne serait-ce qu'en mettant son poing entier dans la plaie ou en mettant sa ranger, c'est en appuyant dessus, il va se faire insulter. Il est arrivé à l'hôpital 20 minutes après, c'était bon. Sauf qu'il s'est vidé de son sang pendant que l'autre lui tenait la main, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est typiquement l'exemple de la disparition d'un journaliste important qui avait un talent fou, bêtement. Voilà. Comment on se blinde? Alors, c'est une question qui vous adresse à tous les deux, même si c'est sur des terrains totalement différents. Donc nous, on fait plusieurs choses. Donc je sais qu'au début, on a dit un grand cabinet d'avocats. En fait, on est 2. Donc on fait tout. Donc je peux sortir les poubelles comme je fais les entretiens des victimes. Donc voilà. Et en fait, après moi, ça fait qu'1 an que je travaille là. Hein, donc moi, je suis vraiment inexpérimentée. Voilà. Mais là, on a déposé une plainte au tribunal judiciaire de Paris sur une base de compétences universelle contre le régime syrien. Enfin, contre X, mais le régime syrien pour... et là, c'est public, c'est sorti dans Le Monde et dans le Libé, donc je peux en parler, c'est bon. Sur les attaques chimiques dans la Ghouta orientale en 2013. Et donc, pour faire ça, nous, on dépose des pièces avec. Et donc, nous, on regarde, on a déposé 300 vidéos, et on ne peut pas les déposer sans les voir. Donc, on a passé des week-ends et des week-ends et des week-ends et des week-ends à visionner tout ça. Et au début, enfin, je sais pas, déjà, tu as de l'adrénaline quand tu le fais, parce que tu dis, le dossier, on doit le déposer, on doit le déposer. Et après, il y a un moment où tu t'en détaches complètement. Non, il y a le moment où tu as tes cauchemars, tu as des cauchemars, mais après, ça passe. Après, tu t'en détaches. Et après, le moment horrible, c'est quand tu commences à comparer les vidéos. Ah, mais celui-là, il n'y a que 2 morts, c'est pas grave. Ah, celui-là, il y en a eu 6, c'est un peu plus intéressant. Et tu commences à comparer pour tes preuves. Là, genre, oui, bah, si je dois me donner 300 vidéos, bah, je vais donner celle-là parce qu'elle est un peu plus gore que celle-là. Donc, ça montre un peu mieux la situation. Ça, c'est dur. Et après, bah, dans ta vie perso, bah, déjà, t'as pas un copain qui est avocat ou qui fait la même chose que toi, sinon t'es dans la merde. Tes potes, tu mets bien l'ambiance à table parce que tes potes, ils te demandent ce que tu fais de ta journée et t'as pas envie de leur dire parce qu'ils travaillent tous dans la mode et qu'ils comprennent pas ce que tu fais. Et après, sinon, tu deviens un pilier de terrasse, tu vas boire des bières en terrasse en fin de la journée, tu parles à des gens et tu rigoles. Et si tu rigoles pas, c'est fini, quoi. Et au bureau, on passe nos vies à rigoler parce que si on rigole pas, on a déjà vomi au bureau, on a déjà pleuré au bureau, mais aussi on rigole bien au bureau. Parce que sinon, tu peux
pas faire ton boulot. Et tu dois aussi te rappeler que c'est ton boulot et que c'est pas toi. Toi, tu peux rien y faire. Et ça, c'est super difficile. Et là, on va représenter des victimes du Bataclan aux assises qui commencent en septembre. Donc, revisionner toutes les scènes, tout ça. Et je suis passée devant le Bataclan il y a 2 jours et j'ai fondu en larmes. Et ça, c'est plus dur parce que c'est plus proche. Parce que moi, je connais personnellement des personnes qui sont décédées au Bataclan. Moi, personnellement, j'ai vu les attaques à Londres, 7-7, les ponts de Westminster, les ponts de Waterloo. J'étais à la fac, c'était pas Waterloo, c'est London Bridge. J'étais à la fac, j'ai vu les voitures de flics arriver sur le pont. Parce qu'on avait une fac qui regardait la Tamise. Et là, d'un coup, tu vois 15 voitures de flics arriver. Et t'as genre, putain, qu'est-ce qui se passait? 3 semaines après, il y a celui d'après. T'as genre, ah merde, encore. Après, quand il y a eu le 2e attentat Charlie Hebdo, nous on était dans la cour d'assises à Charlie Hebdo, il y a tout le monde qui fait lockdown, t'avais tous les flics avec les mitraillettes autour de nous, en mode vous sortez pas de la salle. Monsieur, je peux aller fumer une cigarette? Absolument pas, non, vous sortez pas. Et donc, tu fais donc tout ce qui est question terreau à Paris, je crois que c'est un peu plus proche. Et donc ça va être un peu plus difficile, mais tu te rappelles que c'est ton boulot. Et que c'est pas ta vie, c'est pas toi, tu peux rien y faire, tu peux rien changer. Et surtout, tu peux pas faire ton boulot et représenter les victimes et leur donner ce qu'eux ils ont besoin si tu te mets à leur place. Et toi, tu peux pas changer leur passé, tu peux juste faire en sorte qu'ils aient de la justice un jour. Et après, oui, c'est insupportable quand les procureurs ils veulent pas travailler avec nous, quand les juges d'instruction ils nous font chier, quand ils prennent leur temps et que les greffiers répondent pas au téléphone. Oui, on a envie de tuer le monde entier. Sinon, il y a quand même des personnes bienveillantes, on travaille avec des assos. Déjà, en fait, petite parenthèse, en fait, nous, on travaille pour vous, d'une certaine manière. On s'en sert beaucoup de votre travail, là, pour le coup. Et parce que, oui, voilà, notre métier, c'est pas que la presse. On travaille aussi pour la mémoire et la mémoire collective. Il y a énormément de témoignages de radio, de journalistes écrits, télévisés, photographiques, qui ont servi au TPI, Tribunal International. Et comment on se blinde? Moi, c'est la colère. Je suis en colère, tout simplement. C'est simple. L'expérience de guerre se partage pas avec les gens qui connaissent pas ça. Ça marche pas. Ils peuvent pas imaginer. Et puis petit à petit, on a des responsabilités par rapport à ses confrères et ce qu'on représente, parce qu'on a une carte de presse. On représente un corps de métier avec une éthique, et c'est très important. C'est-à-dire que mon père et Jeanne Dorfer m'ont rentré ça dans le crâne, l'éthique du métier. Ils m'ont fait comprendre, et j'ai compris que notre seule force, c'est notre crédibilité. Donc l'éthique absolue, quelle que soit la situation. Et puis, comme vous dites, l'humour, entre journalistes, on rigole beaucoup. Vous êtes blindés jusqu'au moment où vous avez des enfants. Et là, vous apprenez le mot inquiétude. J'avais jamais été inquiet pour qui que ce soit. Mais j'ai été inquiet pour mes enfants. Je le suis toujours, d'ailleurs. Et ça m'a vraiment... ça met un coin dans la carapace. Comment se passe la collaboration entre vos 2 métiers? Donc, nous, on s'en sert. Nous, on ne peut pas faire notre métier sans eux. Nous, on dépose des plaintes, on fait des choses comme ça, et nous, l'information à source ouverte, c'est ce qu'on utilise le plus. Surtout qu'en ce moment, tout un nouveau truc de preuves qu'ils ont, c'est des preuves récoltées sur le terrain par des militaires et par les services de renseignement. Ce qui est d'un côté... je ne vais pas rentrer dans le débat parce que ça va durer 15 heures de si c'est bien ou pas bien, mais le problème, c'est que dans les cours d'assises, dans les cours d'appel, vu que la traçabilité, des fois, est très, très secrète, c'est compliqué. Et donc, là, on commence à utiliser ces preuves, et ça a été utilisé dans le procès Ulysse, ça a été utilisé dans d'autres procès, mais on a une peur que bientôt, il y a quelqu'un qui va dire hey, « stop, ça passe pas en justice ». Mais grâce aux choses de source ouverte, de journalistes, de personnes qui prennent des photos, qui ont des témoins, et que c'est tracé, qu'il y a un code de déontologique, on s'en sert tout le temps. Et c'est aussi grâce à ça qu'on sait ce qui se passe sur le terrain. Et on sait où nous, on va aller voir. On sait que, par exemple, là, on est sur un dossier congolais aussi. Je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça. Mais grâce au travail des journalistes sur le terrain, nous, on sait dans quelle direction nous diriger. On sait demander quel scellé au juge d'instruction. Parce qu'il y a des gens qui étaient sur le terrain et qui ont tout regardé avant nous, et qui ont pris des photos, et qui ont tout exploré. Et sans eux, on ne pourrait pas faire notre travail. Et ça, c'est clair et net. Déjà, il y a une chose entre juste et pas juste. Évidemment, c'est important que ce soit juste, que ce soit dans les règles, mais le plus important à la fin, c'est est-ce que c'est efficace ou pas. Donc, à un moment donné, quelquefois, il faut les règles, pendant un temps donné court, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit efficace, point. Travailler avec vous, évidemment, on travaille avec vous, mais tout ça, c'est une chaîne, en fait. C'est comme un passage de relais. C'est-à-dire que
autant j'ai un problème avec les réseaux sociaux, autant les citoyens journalistes sont importants. Il y a un gros risque, parce que ce ne sont pas du tout des gens qui ont du recul, mais ça fait partie de la chaîne, c'est un nouvel élément qui peut nous nuire, mais nous aider aussi. C'est-à-dire quand je vois des Syriens, les casques blancs avec leur téléphone portable, qui lèvent le bras pendant les bombardements pour filmer, j'ai l'impression de voir des noyés qui m'appellent, en fait. Et en fait, c'est un point de départ pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, ils m'appellent. C'est-à-dire que leurs images, qui sont très émotionnelles, parce que c'est leur pays, c'est leurs enfants, m'appellent. Donc j'y vais. Et moi, j'ai du recul par rapport à eux. Et je suis professionnel. Donc je rentre dans la chaîne d'information. Et donc après, je parle aux gens. Je leur demande de me parler. Et contrairement à une certaine presse, moi, je ne fais pas de selfie. C'est pas moi mon histoire. Mon métier, c'est l'art de l'effacement. Donc je demande aux Syriens de me raconter son histoire. Je ne parle pas à la place du Syrien avec mon gilet pare-balles et mon casque de travers pour faire ma pub et ma carrière à Paris. C'est lamentable, ça. Et on le voit trop. Donc il y a le type qui m'appelle avec son portable, il y a le Syrien qui me parle, je balance les infos. Il y a un rédacteur en chef qui va prendre les photos du type qui est côté Bachar, du type qui est côté rebelle, des images sur le dos de Daesh aussi, qui va mélanger le tout. Et ils vont discuter de tout ça avec leur sensibilité politique. Ils vont mettre ça dans différents journaux avec différentes sensibilités politiques. Et après, qui fait le kiosque, le public ou le journal? Il y a les gens qui vont choisir les différents médias pour se faire une idée, qui eux-mêmes vont en parler à table, faire des longs métrages de fiction, écrire des livres. Et c'est utile. Et ensuite, il y a des gens comme vous qui vont réagir parce qu'il y a tout ce côté de suivre les événements pour que les gens soient punis, les gens soient soignés, les gens soient récupérés, etc. C'est un ensemble dont on fait partie, on est juste un élément de cet ensemble-là, pour l'histoire avec un grand H, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour les livres d'histoire. Moi, j'ai une expo permanente sur 50 ans de guerre au mémorial de Caen. Stéphane Grimaldi, le directeur du mémorial, m'a proposé ça, de loger mes archives, qu'elles soient consultables physiquement par qui le veut, que ce soit des historiens ou des gens comme vous. Donc elle est permanente, elle est gratuite, elle est ouverte au public, il y a une centaine de photos. Et juste derrière, il y a mon bureau avec 380 000 photos digitalisées, légendées, plus les photos physiques que les gens sur rendez-vous peuvent venir. Donc j'ai des universités, j'ai des écoles, j'ai des lycées. Je fais des conférences récemment en Normandie dans des collèges. Et en fait, je continue mon métier en faisant ça. Je continue à raconter l'histoire de cet enfant syrien qui s'est confié à moi, à des enfants français. Et ça peut mettre une petite graine dans la tête d'un gamin de 14 ans qui peut-être un jour sera président de la République ou chef des armées. On se fait peut-être la dernière question. Quelle est la place pour la vie privée? Bon, la vie privée, on en a plusieurs. Enfin, après moi je suis très jeune, hein, donc vie privée, je passe 75 heures par semaine, on va pas dire que j'ai une énorme vie privée non plus. Mais j'ai une vie privée au boulot aussi, parce que je suis amie avec mes collègues. Moi j'ai beaucoup de chance, j'habite dans une rue où je suis pote avec tout le monde, et j'ai 3 potes qui ont des bars dans ma rue. Donc moi je sors de chez moi, le samedi matin, j'arrive, je bois un café, à 15h je bois une bière. Ma vie privée c'est aussi dans ma rue, je vais pas très loin. Mes potes c'est aussi mes psychologues, dans le sens que moi je rentre et j'arrive au comptoir comme ça, ils me font ça, non, demi, ouais, merci. Et moi je bois ma demi tranquillement, je suis légèrement alcoolique sur les bords clairement. Et la vie privée c'est ça, c'est que t'as ton sas, enfin pour moi c'est comme ça que je le vis, c'est que t'as un sas de décompression, ou sinon je rentre à pied du boulot, je prends pas le métro. Parce que j'ai juste besoin de réfléchir 30 secondes, j'écoute de la musique, ou j'écoute rien, ou j'appelle ma petite sœur pour qu'elle me raconte 3 conneries. En tout cas, c'est coupé avec Non, tout ça. non, c'est coupé dans le sens que nous, on a déjà le problème du secret de l'instruction, donc la moitié des choses que je peux faire, je peux absolument pas en parler aux gens, ce qui est insupportable. Parce que t'arrives à table le soir et tout le monde fait « Ah, t'as fait quoi aujourd'hui ?» Et toi, t'es là, t'es genre « Rien, j'ai rien fait d'intéressant, qu'en fait, t'as fait un truc génial et c'est incroyable et t'as découvert des trucs super cool et tu veux en parler à tout le monde, t'as absolument pas le droit. » Et que 6 mois après, t'es genre « Tu te rappelles, là, en août, quand j'étais pas là pendant 2 semaines, bah ouais, voilà ce qui se passait. » Donc déjà, nous, on a ce problème-là, donc le secret de l'instruction, ça fait déjà une coupure. Tu t'en coupes, mais après, oui, ta vie privée, tu passes pas ta vie à parler de ça non plus. Et vous, Patrick, comment ça se passe? La vie privée. Ça s'est passé avec des personnes différentes, selon les périodes. Mais à chaque fois, ça se passait très bien, sauf qu'à un moment donné, les gens vous quittent pour ce qu'ils ont aimé.
Ils ont aimé le côté reporter de guerre, baroudeur, photographe, aventurier. Et après, ça les gonfle, parce que vous n'êtes pas là, quoi. Après, il faut relativiser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre dans la peau du type qui rentre et parce qu'il a vécu ça, les autres n'ont rien vécu. C'est pas vrai. Mais du coup, moi, j'adapte, je me mets à la hauteur d'hommes, des gens que je rencontre, hommes ou femmes, ou enfants, sur le terrain. Je me mets à la place du Syrien, je l'écoute, me parler de ses problèmes. Et ben à Paris, c'est le réflexe de faire la même chose. Et puis encore une fois, les enfants, ça prend beaucoup de temps. Et c'est passionnant. Bon, pas trop longtemps non plus, parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de bouger quand même. Je me sens enfermé. Et puis il se passe des choses dans le monde. Vous êtes parti avec un beau-fils, justement. Il y a le plus grand qui a décidé un jour de vouloir être reporter de guerre, donc il m'a suivi sur pas mal de reportages. Antoine, c'est ça? Antoine Chauvel. Et il est passionné par ce métier à tel point qu'il est chauffeur Uber pour payer son prochain voyage parce que, comme vous, dans votre métier, on est très mal payé, voire pas payé du tout. Le pro bono, la minute que tu fais quelque chose qui est censé aider le monde ou n'importe quoi, tout le monde pense que tu vas le faire gratuitement. Et on le fait gratuitement, c'est ça le pire, c'est qu'on ne s'aide pas parce qu'on va le faire, parce qu'on veut le faire. Mais après, il faut aussi qu'on bouffe derrière, quoi. J'adore ce que je fais, mais je sais que je ne gagnerai jamais un rond. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je vis dans un 12 mètres carrés. Tous mes potes m'ont fait « tu vas déménager quand ?» Je leur fais « les gars, j'ai un 12 mètres carrés à Montmartre pour 500 balles. Je déménage jamais en fait. Genre, je vais sûrement mourir ici. » mais C'est une façon de vivre, c'est une passion. Et en plus, on a la chance d'avoir l'illusion et même de croire que c'est utile et que ça sert à quelque chose. C'est ça. Ah, c'est une chance. Et ça, c'est une chance parce que d'avoir un métier... Moi, j'en revenais pas qu'on me paye des billets d'avion pour faire ce que j'aime, quoi. Et en plus, à un moment donné, de comprendre que ça peut aider. Donc non seulement j'aime faire ça, on me permet de le faire et c'est utile. En tout cas, je pense que c'est utile. Sans ça, pourquoi certains gouvernements essaieraient désespérément de nous empêcher de bosser si on ne servait pas à quelque chose? Ouais. Mais ce sera le mot de la fin, je crois. J'ai exactement les mêmes sentiments. C'est lui. Merci. On va terminer ici. Merci infiniment. Merci à vous. Super de vous avoir.